D'un bac STMG à senior dans l'un des cabinets d'audit les plus réputés du monde. Vous pensez que c'est un move qui est impossible? Eh bien non, Dylan nous a prouvé le contraire. Aujourd'hui, je suis extrêmement content et fier de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dylan. Alors Dylan, vous le connaissez peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube que je mettrai en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de son parcours. Vous allez voir qu'il a un parcours qui est très inspirant parce qu'il a connu des hauts mais aussi des très bas et il a toujours su rebondir. Il a fait preuve de résilience tout au long de son parcours et pour ça, j'ai une certaine forme d'admiration pour Dylan. D'autant plus qu'il maîtrise l'art oratoire pratiquement à la perfection parce qu'il arrive justement à illustrer tout son parcours, toute son histoire à travers des anecdotes qui sont vraiment croustillantes. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo dans son intégralité, vous allez normalement prendre autant de plaisir que moi j'ai pris à la tourner. Il y a 3 vidéos qui vont sortir, une première sur le parcours de Dylan et 2 autres sur l'audit, donc restez à l'affût parce que les 2 autres devraient être également exceptionnels. Voilà, encore merci à Dylan d'avoir accepté mon invitation de faire cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Merci beaucoup Dylan d'avoir accepté mon invitation pour faire cette vidéo. Avec plaisir. Écoute, j'ai déjà introduit la vidéo justement en off et je vais te laisser directement par te présenter. Ok. Du coup, je m'appelle donc Dylan. Moi, je suis auditeur financier dans un Big Four depuis 3 ans. Je suis diplômé il y a 4 ans parce que j'ai commencé par un cabinet top 10 qui était à Neuilly. Donc, je suis diplômé d'une école de commerce donc de Neoma à Rouen. Et puis avant ça, j'ai fait une terminale STMG, un BTS en compta et une licence aussi en finance plus ou moins. Okay. Donc à côté de ça, un peu comme toi, j'ai une plateforme qui s'appelle pour l'instant ComptaFind où j'accompagne des jeunes diplômés et des étudiants à décrocher un contrat dans des grands cabinets d'audit financier. Ok, super intéressant. Et c'est marrant parce que justement, j'ai effectué une vidéo la semaine dernière avec une personne qui avait un parcours scolaire qui était justement différent des parcours un peu classiques, terminale S, enfin bref. Et c'est intéressant parce que tu me dis que tu as fait une terminale STMG. Est-ce que tu peux revenir un petit peu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un BTS, puis une licence, puis une école de commerce? J'imagine que c'est pas toutes les personnes qui font STMG qui ont cette envie-là, donc est-ce que tu peux m'en parler un peu? Non, c'est sûr qu'il y a un sujet d'un peu d'autocensure. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai été un peu plus jeune, on va dire, pendant toute ma scolarité, il y a eu des hauts et des bas. Okay. J'ai commencé en étant très studieux, tu vois, genre très organisé, très méthodique. Et il y a eu des périodes où je foutais rien, concrètement, tu vois. Je suis né en France, mais j'ai grandi un peu au Togo. J'ai vécu 7 ans au Togo pendant ma jeunesse. Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, tu as des lycées français. Et dans ces lycées français, souvent, le niveau des cours, en fait, il est plus élevé que ce qu'on a en France. Okay. Donc, en fait, vu que j'ai passé une bonne partie de ma scolarité là-bas, quand j'étais arrivé en France, ça me paraissait un peu plus facile. Donc, il y a eu cette période-là, un peu primaire, où ça se passait très bien. Et puis, vers la fin du collège, franchement, complètement en débandade. Genre, 3e, je sortais beaucoup. J'avais complètement lâché les cours. Seconde, ça s'est encore empiré. Et ce qui a fait qu'à la fin de la seconde, j'étais dans une seconde qui était bonne, une seconde générale, il n'y avait pas de technique là-bas dans l'école. Et à la fin de la seconde, j'avais une moyenne vraiment limite, quoi. Okay. Je parlais avec la conseillère d'orientation qui me renvoie, qui me dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire pour le futur? En fait, en échangeant un peu avec elle, elle me renvoie petit à petit vers l'idée que pour moi, un lycée technique et une formation STMG serait beaucoup plus approprié. Okay. Donc moi, j'en connaissais rien, donc je suis parti en STMG un peu par défaut. Et c'est pas forcément le meilleur conseil en plus. Ouais, bah oui. En fait, j'ai senti un peu, tu vois, c'était vraiment un lycée, un bon lycée où tu avais des très bons élèves, et j'ai senti un peu le côté où ils voulaient des bonnes stats et que j'allais pas contribuer à ces bonnes stats et qu'ils me disaient, vas-y, s'il te plaît, va dans un autre lycée. Et du coup, je suis parti dans un lycée beaucoup plus ghetto en STMG et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais en seconde, à la fin de l'année, quand j'ai un peu annoncé que je partais ça m'a piqué un peu. Et je me souviens, j'avais un pote que j'aimais bien, mais on a eu un peu une discussion. Sur le coup, ça m'a pas frappé, tu vois, vraiment, c'était anecdotique. Et ça m'a beaucoup travaillé par la suite, mais c'était un peu, il me disait, mais du coup, tu vas faire quoi ces prochaines années? Tu vas aller avec les cons, quoi, en gros. Okay, ouais, en gros, c'était un peu ça le... Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Mais... ouais, bah c'était un peu ça le truc. Et je me suis senti un peu pris de haut, tu vois, quand je suis parti en STMG. Ça m'a pas frappé sur le coup, mais avec le temps, ça m'a resté, ça m'a travaillé. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé du coup en première STMG puis terminale STMG, quoi. Okay.
Mais donc, ça peut-être ton ego, vu que tu étais un bon élève, etc., et que tu n'étais Ouais. pas forcément prédestiné. Alors, je ne dis Ouais. pas qu'STMG, c'est que pour, comme ce qu'il a dit, pour les cons, hein, Ouais. mais tu étais peut-être plutôt destiné à faire ES ou S. Ton ego a pris un petit coup et tu t'es dit, ça a nourri une sorte de motivation pour dire, Ouais. ok, j'ai peut-être fait STMG, c'est peut-être pas la voie réelle, mais pour autant, je vais quand même réussir à faire une grande école. C'est Ouais. un peu comme ça que tu as construit le suite. En fait, ouais, ça s'est passé en beaucoup de temps, mais je dirais pas que j'étais prédestiné à faire première et terminale générale, Ok. parce qu'à mon sens, je ne le méritais pas. Ah oui, parce que Tu vois, tu je travaillais pas, Ok. donc j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Mais je suis quelqu'un, je me suis toujours considéré un peu comme un outsider. Je me suis Ok. toujours senti un peu en complexe d'infériorité par rapport à d'autres personnes. Et je suis quelqu'un qui ne fonctionne que à l'ego. Ok. Donc, quand il m'a dit ça, quand je suis arrivé en première STMG, ça m'a pas forcément tilté, mais ça m'a travaillé un peu en terminale. En terminale STMG, j'ai suivi un peu une branche STMG. Tu as marketing, etc. Et tu as aussi finance, comptabilité. Ok. Donc, je suis allé en terminale finance, comptabilité. Et vraiment, en terminale, pour la première fois, on avait une nouvelle matière qui était la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion, etc. Et pour moi, je me souviens très bien de la réflexion que je me suis faite en rentrant le premier jour où j'ai eu ces cours-là. Je me suis dit, putain, Dylan, là, on part sur une page blanche. Donc, je me suis dit, là, c'est le moyen, c'est le moment, c'est la fenêtre de tir que j'ai devant moi pour rattraper un peu les conneries que j'ai fait par le passé. Donc je me suis dit, il faut que je sois bon au moins à cette matière-là. Donc pendant les années qui ont suivi, vraiment ma bouée de sauvetage, ça a été les matières en finance, Ok. parce que ça me plaisait beaucoup. Ok, mais c'est fou d'avoir eu cette maturité-là quand même, parce que moi je me revois au lycée, j'avais pas non plus, je sais pas trop, mais c'est de se dire, c'est ma boîte, c'est ma bouée de sauvetage, il faut que je m'accroche à ça parce que je vais pouvoir en faire quelque chose dans le futur. C'est Ouais. pas mal d'avoir eu cette vision-là quand même, de se dire que ça peut t'emmener vers de grandes écoles et vers un... Bah en fait, pour être honnête, à l'époque, j'avais pas du tout entendu parler des grandes écoles. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était juste un moyen. En cours, j'étais vraiment le gars. Je travaillais pas beaucoup chez moi. J'aimais bien participer. J'aimais bien, voilà, montrer que je me débrouille. Et du coup, parfois, je travaillais, tu vois, juste pour participer, pour montrer que j'étais présent en classe, tu vois. Ok. Donc en fait, pour moi, c'était un peu ça. C'était ma vision. Elle allait pas si loin que ça. Ok. Mais voilà. Du coup, terminale, je découvre les matières financières, j'aime beaucoup ça aussi, faut pas se mentir. Et du coup, je suis bon, je fais partie des meilleurs élèves en finance, en terminale, en BTS 1 et 2. Et puis petit à petit, encore une fois, il y a mes démons qui me rattrapent. Terminale, je survole le truc, ça se passe très bien. BTS, première année, ça se passe très bien. BTS, deuxième année, je commence à relâcher. Mais j'étais quand même bon, je faisais partie des bons élèves. Ok. Et ce qu'il y avait, c'était que en gros, on avait un partenariat avec une licence qui s'appelait CCA, c'est une licence en comptabilité, contrôle de gestion et audit financier, Ok. qui ouvre la porte notamment aux grands cabinets. Ok. Et en gros, le principe c'était que il y avait peut-être 5 élèves qui étaient sélectionnés en fonction des résultats Sur combien? sur trentaine d'élèves. Ok. Donc 5 élèves sur une trentaine d'élèves. Et sur les 5 élèves, il y en avait un ou deux qui on passait tous les entretiens. Et puis l'université, donc c'était Paris-Est Créteil, du coup dans le sud de Paris. L'université choisit parmi les 5 élèves qui ont été proposés par le BTS, choisit le ou les 2 élèves qui vont rejoindre la licence CCA. Ok. Donc moi, avec une amie, on arrive à rentrer en licence CCA. Et là, pareil, je continue à beaucoup participer en cours. J'adore les projets de groupe. Vraiment, s'il y a un truc que je ressens de ma scolarité, c'est les projets de groupe. J'adorais ça. Donc, je participais beaucoup à ça aussi. J'étais beaucoup investi. Mais tout ce qui était travail à la maison, parce qu'en fait, le travail personnel, c'est ce qui compte hein, dans les études. C'est hyper important, c'est nécessaire. Tout ce qui était travail à la maison, je le bâclais à 200%. Ok. Donc, en fait, à la fin de l'année, je me suis retrouvé avec 11,9 de moyenne. Et il y avait un principe en licence CCA à Gustave Eiffel, c'était que il fallait avoir 12 pour passer en master CCA. Ok. Et si on n'avait pas 12, on devait passer en commission pour savoir si malgré notre moyenne, on serait accepté ou pas en master CCA. Ok, 11,9. Le coup dur. Donc j'arrive à 11,9.
fin de l'année, on me donne les bulletins. Et moi, je me dis, mais 11,9, ça va passer, tu vois. Je me dis, à 0, enfin, attends, 0,1 point, ça va passer. Donc j'arrive, je suis confiant et tout. Et en juillet, bah, je reçois, vraiment, limite après la fin des cours, je reçois un email, je crois que c'était un mercredi, vers 10h, 11h du mat'. On me dit convocation à 14h ou 15h pour la commission, quoi. En gros, je passais devant la commission. Ok. Du coup, j'y vais. Je vois la tête de mon responsable de promo. Franchement, je n'avais pas eu un bon fit avec lui de base. Et franchement, la seconde où j'ai saisi la poignée, que j'ai ouvert la porte, et que j'ai vu son expression, j'ai senti que c'était déjà fini, quoi. Et ça l'a pas loupé, en fait, il m'a recalé, il m'a fait comprendre que même si j'avais eu 12, en fait, il attendait des meilleurs résultats. J'étais vraiment le dernier de la classe en licence. Okay. Donc en fait, je me suis fait mis à la porte. Tu vois, je me suis fait virer de ma licence CCA. Il n'est même pas redoublé. En fait, licence CCA, c'est... Soit tu passes, soit c'est fini. Ouais, parce que c'est un programme. Tu vois, c'est licence master. Donc... en gros, ils préféraient recruter des gens de l'externe, tu vois, pour combler les places qui restaient plutôt qu'un gars qui se la donnait pas, quoi. Okay. Donc c'était quand même une formation qui était bien. Donc voilà, j'ai vraiment, tu sais, il y a l'expression qui s'appelle, tu sens, tu vois, genre le sol se dérober sous tes pieds. Et là, genre, je sors de l'entretien, je rentre dans ma voiture et je m'assis, je reste un peu en mode chaos, tu vois. Parce que moi j'avais fait mes plans. À l'époque j'avais fait les plans j'avais découvert les grands cabinets d'audit en licence à l'IA Gustave Eiffel. J'avais prévu de passer, tu vois, master CCA, d'aller en grand cabinet d'audit, pourquoi pas devenir expert comptable. J'avais fait mes plans pour le futur, tu vois, donc... Ouais, là c'était tout est tombé sur toi. Ouais, j'ai vraiment senti que qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Et dis-toi aussi qu'on est en juillet. Ouais, donc fini pour passer les AST ou je sais pas quoi. Ouais. En juillet, t'as strictement rien, tu vois. J'avais testé quelques écoles en admission tardive, mais c'était des écoles qui étaient pas ouf, et j'ai raté les entretiens pour des écoles sans nom, tu vois, genre sans classement ni quoi que ce soit. Il y avait une école une école de commerce qui s'appelle Eurydice, qui n'a rien à voir avec la finance, mais vraiment c'était la pire année de ma vie. Parce que je savais pas quoi faire pendant des mois et des mois. Parce que oui, donc en juillet, tu as la décision, ouais. C'est fini. Et après, bah, tu as un an en fait où tu n'as rien. Enfin, pas un an, parce que je pense que c'est à partir de janvier où tu peux recommencer à postuler, à préparer. Mais oui, donc tu as grosso modo, tu as 6 gros mois où tu sais pas quoi faire. En fait, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que pendant ces mois-là, moi je voyais les gens de ma promo, tu vois, qui à la rentrée annonçaient sur LinkedIn, je me souviens des posts en mode ouais, en passant master. X qui décroche un contrat chez Deloitte, Y qui va au Luxembourg pour faire de la comptabilité dans un autre Big Four. Moi, je voyais ça et mes potes, ils se travaillaient, donc j'étais dans ma chambre. Faut te dire que j'étais dans ma chambre H24, volet fermé. Ouais. Tu vois, j'étais sur désactiver LinkedIn quand c'est ouais, comme non, ça. Mais je te jure. Mais j'avais ressenti un peu le truc que j'avais ressenti quand j'étais en seconde, tu vois, quand je me suis fait tège aussi du lycée. Où en fait je l'ai pris personnellement. Pour moi c'était encore un coup d'ego qui était fort et puis en fait pour moi c'était la pire année, la meilleure année de ma vie parce que à partir de là tout a changé, quoi. Pendant ces périodes de rejet, je me suis dit quand je reviendrai il faudrait que je revienne fort, et pour moi le seul moyen de revenir vraiment fort, c'était de décrocher un Big Four en audit. Ok. Et donc ça, c'était ta réflexion de juillet à décembre où tu t'étais... Ça, c'était quand je regardais les posts sur LinkedIn. Okay. Ça, c'était de juillet. En fait, c'était pendant toute l'année où je me suis fait têche. Okay. Donc vraiment, à l'époque, il faut te dire que, tu vois, aujourd'hui, tous les jeunes sont matrixés un peu par le M&A. Et à l'époque, en fait, les gens étaient matrixés, dans ma promotion, les gens étaient matrixés par l'audit financier. Tout le monde parlait que de ça, quoi. Et donc, c'était le graal de beaucoup de gens. Les gens de ma promo à Gustave Eiffel, ils étaient beaucoup en Big Four, mais beaucoup en comptabilité, pas beaucoup en audit. Donc, même pour eux, c'était prestigieux. Et donc, pour moi, c'était vraiment le graal. C'était ce qu'il fallait que je décroche pour remonter la pente. Ok. Donc, à partir de là, j'ai vraiment repris... j'ai tout repris. Tu vois, je me suis mis au sport. Je sais que tu pratiques beaucoup aussi de running, c'est ça ? Ouais.
On en avait parlé un peu. Moi, je me suis mis aussi au running à ce moment-là, sans jamais louper une session. Enfin, je me suis mis au sport, j'étais un peu. J'étais très gros même quand j'étais plus jeune, j'étais obèse. Je faisais 125 kilos quand j'étais en seconde. Ok. Donc, vraiment, ça m'a transformé cette période-là. Et, euh, et donc, voilà, je me suis un peu préparé pour les concours des écoles de commerce. Je réussis à décrocher une OMA. Et puis, Parce je que rentre là. t'as pas été accepté en master, mais t'as quand même obtenu ta licence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que, ok. Vu que j'avais la moyenne, Tout j'avais n'était ma pas licence. perdu Ouais. en fait quand même. Enfin, Non. c'était dur parce que t'es pas ok. C'était l'incertitude dans le sens où c'était la première fois de ma vie où je savais pas quoi faire. Ouais. Et je connaissais pas encore, je savais pas comment rentrer en école de commerce, je savais pas que c'était accessible. De base, je pensais candidater pour une autre université style IAE. Ok. Donc de base, c'était plus les IAE qui m'intéressaient. Et puis après, j'ai découvert les écoles de commerce. J'ai entendu parler, tu vois, des grandes écoles qui permettaient de rejoindre les Big Four. Et vu que c'était mon objectif, je me suis dit, bah, je vais rejoindre l'école de commerce qui a le plus d'alumni dans les Big Four. Bah, c'était Noma, je suis allé chez Noma. Ok, mais c'est quand même faut avoir une certaine force mentale t'es tout seul chez toi, tu vois tous tes potes rentrer dans des big four et de se Ouais. dire, allez, je vais me reprendre. Mais d'un autre côté, je pense que c'est ce qui a nourri ta motivation, enfin c'est ce que tu disais Ouais. pour aller décrocher le poste Ouais. que tu as actuellement, quoi. Non, je pense que il y a beaucoup de discours aussi, tu vois, de ouais, les échecs c'est sain, c'est bien, etc. parce que ça te permet de rebondir. Donc moi, c'est clairement ce qui a été mon moteur. C'était beaucoup l'ego, mais je dirais quand même que si je prenais du recul sur ma situation, enfin, il faut pas se dire ouais, je vais prendre des échecs parce que j'ai envie de me booster. Je pense qu'il faut mieux aussi parfois. Sincèrement, si je devais refaire mon parcours de zéro avec le niveau de connaissance que j'ai actuellement, sans hésitation, je ferais S, je ferais prépa, j'aurais visé les Parisiennes, tu vois. Ok. Ça, c'est vraiment, j'aurais tout fait pour aller en MBB, en conseil en stratégie. Donc, premièrement, moi, je dirais qu'il faut avoir l'accès à l'information le plus tôt possible pour savoir où mettre les pieds. Et il faut pas perdre de temps, faut prendre les choses au sérieux dès le début, quoi. Moi, mon parcours, il était un peu alambiqué, mais c'est pas forcément un exemple. Et je pense qu'il y a de meilleures motivations que l'ego. Après, moi je suis comme ça, c'est ce qui me motive et c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Ok, mais super intéressant. Mais donc ça, c'est ton parcours un peu scolaire. Ouais. Et si on parle un tout petit peu de ton parcours aussi professionnel, sans Ouais. non plus trop aller spoiler dans la seconde vidéo qui va Bien sortir, sûr. mais Ouais. t'as fait des stages quand tu étais au sein de Neoma? Ouais, bah le jour 1, quand j'étais à Noma, objectif Big Four, j'arrive en septembre et je me dis, bah c'est bon. J'ai fait le plus dur, je me suis remis dans le droit chemin, je rejoins une top école de commerce, il y a beaucoup de Big Four, etc. Beaucoup de gens qui vont dans des Big Four, c'est facile, je vais être accepté. J'arrive, la rentrée c'était fin août, dernière semaine d'août, et je me suis dit, bah, je vais candidater pour être pris en octobre dans un Big Four. Et en fait, un peu comme ça se passe pour tes candidatures à toi, en fait, les cabinets s'y prennent très tôt à l'avance, et en gros, pour la rentrée par exemple, de septembre ou la rentrée de janvier, les candidatures sont faites 6, 9 ou 12 mois à l'avance. Ok. Donc en fait, il n'y avait plus de place. Première année, du coup, je candidate quand même aux offres qui restaient, mais je me fais recaler normal, tu vois. Quelques entretiens que je ferai. Deuxième année, je reprends les choses avec plus de détermination en me disant ça va pas être facile. Je me prépare solidement, tu vois. Je me renseigne, je fais l'effort de contacter des collaborateurs au sein des Big Four avant de passer des entretiens sur LinkedIn, en leur disant bonjour XX, j'ai un entretien chez X dans une semaine, est-ce que tu serais disponible pour un échange téléphonique de 5 à 10 minutes? Tu vois, je lâchais ça, et puis j'avais beaucoup de calls pour me préparer. Donc je passe mes entretiens, encore une fois refus. Ok. Tu vois. Donc ça c'était en deuxième année, c'était pour mon Master 2. Du coup je me dis, bah, je vais tout faire pour entrer en CDI. Encore une fois, refus. Il s'est passé des histoires pas possibles, parce que c'était un peu l'époque à cheval avec le Covid. Ah oui. Donc en gros, il y avait un cabinet, je vais pas le citer, mais ça m'est resté un peu au travers de la gorge. En fait, je commence à passer les process assez tôt, genre quelque chose comme janvier-février. Ça se passe très bien. Pour rejoindre en septembre? Ouais, en septembre qui suivait. Ça se passe très très bien. Je passe le test technique, le test d'anglais. Je passe l'entretien manager et du coup ça s'arrête là. Donc c'est les trois premières parties du process. Après il y a un entretien partenaire, tu vois. Et du coup je passe les trois premières parties, je me débrouille bien. Cette fois-ci je suis encore plus préparé. J'ai eu 3 ans à réfléchir, etc. Et en fait il y avait une RH, je vais pas dire son nom de famille, mais Marjolaine. C'est elle qui gérait mon dossier et j'ai appris en fait c'était une stagiaire. Et en fait, à un moment, bah, je la relance pour savoir où ça en est, tu vois. Je la relance une fois, 2 fois. Et il y a peut-être 4 semaines qui passent, tu
tu vois, sans avoir de retour. Ouais. Et sachant que quand tu es dans un procès dans un Big Four, ça dure longtemps. Et du coup, tu as beaucoup de stress. Pendant ces 4 semaines, j'étais pas serein. Parce que même si pour beaucoup, c'est facile d'avoir un Big Four. Tu as des gens de mon école, de ma promo à Neoma, ils ont candidaté, ils sont pris de la première fois. C'est pas si compliqué que ça quand tu as fait une grande école. Donc c'est pas non plus un truc de fou, mais pour moi, à titre personnel, de par mon histoire, c'était important. Donc pendant 4 semaines, je suis dans l'attente et je la relance une dernière fois, je l'appelle, tu vois, pour lui demander vraiment où ça en est, quoi. Et en fait, je me rends compte que elle avait mal orthographié mon nom de famille c'est Akakpo, et elle avait oublié le second K. Du coup, ça fait Akapo, et en fait, elle retrouvait pas, elle n'avait pas l'historique des dossiers que j'avais déposés et le suivi des tests que j'avais fait, quoi. Donc en gros, pour elle, il manquait une partie, du coup, mon dossier était figé. Ok. Et on arrive en mars avec cette situation-là, et forcément, il y a le Covid qui tombe. Et à partir de là, je sais pas si. Toi, tu étais encore en cours, je crois, à cette époque-là. Exactement, ouais. Et du coup, tu m'avais dit que tu n'avais pas les tests. J'avais vu que tu n'avais pas forcément les tests d'âge à passer à cause de ça. Exactement. Mais nous, en fait, ce qui se passait dans les Big Four à l'époque, à cause du Covid, c'était que les cabinets hésitaient beaucoup à recruter parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Du coup, ils avaient figé les recrutements, tu vois. Et moi, je faisais partie des gens qui avaient été figés. Donc c'était l'une de mes seules chances que j'avais à cette époque-là, et ce qui a fait que je suis parti en CDI dans un cabinet top 10 à cause d'une erreur comme ça. Ça m'est resté un peu au travers de la gorge. Mais une erreur administrative. Ouais. Okay. Donc après toutes ces années, c'était vraiment... après, il y a encore une autre histoire, mais bref, après toutes ces années, c'était vraiment le coup de grâce, on va dire. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé de base en CDI dans un cabinet top 10. Ok. Et donc, tu as fait tes armes au sein de ce cabinet-là? Ouais, avec l'idée de Big Four, encore une fois. Ok. Je savais que j'allais partir. Et donc, dès que tu as eu l'opportunité de rejoindre un Big Four, tu l'as saisi? Ouais. Je dirais que ce qui a changé pour le cabinet que j'ai fini par avoir en CDI, je pense que après l'histoire avec Marjolaine, j'étais un peu... ça m'a un peu passé au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est... il y a un truc qui a changé, tu vois, un mindset qui a changé et par rapport aux entretiens. Et avant, je me rends compte que je me pliais beaucoup en 4. Je m'étais toujours préparé, je me pliais beaucoup en 4 pour répondre un peu ce qu'ils voulaient que je réponde en quelque sorte, et pour être sûr que ça passe. Et pour le dernier process que j'ai eu et où j'étais pris en CDI, j'étais dans une attitude où je me disais, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Mais par contre, je ne me travestirais pas, je resterais moi-même. J'avais parlé ouvertement de mon parcours, de mes difficultés, de mon année sombre, comment je me suis fait rejeter. J'avais parlé de ce que je faisais dans la vie, de mes vraies passions, l'entrepreneuriat, les livres, les cryptos, etc. Et en fait, je m'étais tombé face à quelqu'un à qui ça avait beaucoup plus parlé, qui était aussi un peu qui investissait aussi un peu avec des ETF, etc. Et on a eu un très bon fit. Et vraiment, la leçon que j'en ai tirée, c'est que il faut parfois rester soi-même. Je sais que c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais quand on est étudiant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on l'a vécu, on sait ce que ça veut dire. Mais il y a vraiment ce truc, parfois, il faut pas... En fait, en essayant de répondre ce que tu veux que la personne entende, tu rentres dans un moule et en fait, tu vas pas te démarquer avec les autres personnes. En fait, t'es pas authentique. Ouais, c'est ça, en plus. T'es pas authentique, c'est ça le truc. C'est que la personne qui est en face de toi va le ressentir que t'es pas authentique. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul qu'en fait, ils cherchaient aussi des leaders, des gens qui s'assumaient, parce que en fait, tu as très vite le rôle de senior. Au bout de 2 ans, tu dois gérer des équipes. Donc en fait, au bout d'un moment, il ne faut pas trop se plier en 4, quoi. Et puis en plus de ça, la personne qui a eu un long fleuve tranquille tout au long de sa carrière, qui n'a pas trop connu d'adversité, face à l'adversité, comment est-ce qu'elle va réagir, tu vois. Alors que toi, justement, tu as su rebondir, te nourrir de tes échecs et grandir. Donc, moi, j'avais peur un peu de parler de mes échecs parce que je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui parle le plus aux gens. Pour te donner un exemple, sur mon CV, tu vois, mon CV il était bien complet, mais j'avais enlevé la dernière ligne qui était terminale STMG en mettant juste que j'avais fait une licence, etc. Tu vois. J'avais pas mis mon bac. En me disant, j'avais honte de dire que je venais de STMG face à des gens qui ont fait des très bonnes écoles parisiennes ou des prépas, parce qu'ils vont se dire, mais ce gars, il a rien foutu en fait pendant sa scolarité. Donc avec le temps, j'ai compris que c'était des forces tout ça, et qu'il fallait plus l'assumer pour en tirer profit plutôt que de le cacher, parce que ça mène à rien. Bah écoute, que de belles leçons. Non, mais c'était top parce que je pense qu'il y a eu là, tu vois, la vidéo était divisée en 2 parties. Il y a eu la première partie scolaire où tu en as tiré des leçons, et la deuxième partie professionnelle où tu en as encore tiré des leçons. Ouais, pour les entretiens. Et donc je pense que c'est pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est également une source d'inspiration et de motivation ton parcours.
Donc merci de nous avoir partagé ton parcours. Avec plaisir. Et puis restez à l'affût pour la seconde vidéo où tu vas nous parler de ton métier. Il y a d'autres péripéties qui vous attendent, donc restez à l'affût. Regardez bien. Ouais. Merci Dylan. Avec plaisir.